Bonjour et bienvenue à tous les élèves qui nous rejoignent dans cette conférence donc dédiée au concours de la fonction publique. Donc vous êtes très nombreux à toujours vouloir intégrer les écoles de l'armée, de la gendarmerie. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des représentants des formations de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie. Ils sont donc là pour vous accompagner, vous aider, vous donner leur éclairage sur les formations, les métiers, les conditions de recrutement. Donc la conférence va durer 45 minutes. On va consacrer les 30 premières minutes justement à partager ces informations avec les différents conférenciers. Et on gardera les 15 dernières minutes pour échanger sur vos questions que vous pouvez, pour les élèves qui sont en live, que vous pouvez nous faire remonter via l'application Zoom. Donc n'hésitez pas, pendant la conférence, il y a quelqu'un en régie chargé de filtrer vos questions et de nous les faire remonter dans les 15 dernières minutes. Voilà, donc je vais d'abord demander à l'ensemble des intervenants de se présenter et puis ensuite nous passerons aux questions. Donc bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc moi je suis l'adjudant-chef Maxime Bienfait, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de l'air en Polynésie française. Je suis ici depuis 2 ans et demi en charge de proposer et d'accompagner les jeunes Polynésiens sur des projets professionnels dans l'armée de l'air, sur différents métiers. L'armée de l'air, ce ne sont pas que des pilotes, mais également des contrôleurs aériens, des secrétaires, des mécaniciens, tout un tas de métiers qu'on va pouvoir présenter pendant cette conférence. On va essayer également d'expliquer un petit peu le fonctionnement du recrutement des armées, plus particulièrement de l'armée de l'air et de l'espace, au long de cette conférence qui est retransmise en direct via Zoom. Merci. Donc bonjour à tous, je me présente, moi je suis l'adjudant Julien, donc je suis l'adjoint du centre de recrutement Terre, donc d'Arouet. Je suis sur le territoire depuis un peu plus d'1 an et demi, donc mon travail est de conduire, d'informer les dossiers des candidats dans les métiers que propose l'armée de terre bien sûr. Donc c'est un plaisir, un honneur et une première aussi pour moi de faire cette visioconférence. Donc on attend avec impatience les questions qu'on va se voir poser. Merci. Merci. Bien, Yalana à tous, je suis le maréchal des logis-chef Thibaut Miège, donc chef du centre de recrutement de la gendarmerie nationale. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur le territoire, en charge plus particulièrement de promouvoir les métiers de la gendarmerie, de renseigner, d'orienter les jeunes, de les conseiller sur les différentes carrières de la gendarmerie nationale, mais également d'organiser des concours nationaux dans les différents recrutements dont nous allons pouvoir parler à l'occasion de l'échange qu'on va avoir dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions également sur les métiers, les différentes filières de recrutement au sein de la gendarmerie nationale. Merci. Donc les élèves, là, vous l'avez compris, on a nommé cette conférence la fonction publique. Donc la fonction publique, c'est parce que vous pouvez rentrer dans la fonction publique par des concours, qui ne passeront pas, dont l'inscription, on le verra tout à l'heure, sera différente de l'inscription Parcoursup, mais on vous invite fortement, pour ceux qui sont intéressés, à faire les démarches auprès, les démarches qui vous seront conseillées pour pouvoir entrer dans l'armée, mais de faire aussi, ne faites pas l'impasse non plus, pour faire d'autres choix, d'autres alternatives sur Parcoursup. Les 2 démarches peuvent être faites en même temps. Donc, je vais vous poser une première question. Donc, pour un bachelier qui va obtenir son bac, quelle formation vous pouvez proposer dans vos différentes spécialités? Quelle formation vous pouvez proposer, voire conseiller à un élève niveau bac, qui va obtenir son bac? Alors, je vais parler dans un premier temps un petit peu au nom des 4 armées. Le baccalauréat permet de postuler dans la catégorie des sous-officiers. Donc, au sein des armées, le sous-officier pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, c'est un chef de groupe.
Donc on va lui apprendre un petit peu de manager un groupe et le commandement au niveau du groupe dans les missions qui lui seront confiées. Donc le baccalauréat permet de postuler, mais ne permet pas d'accéder à la fonction. C'est-à-dire que, comme dans les autres armées, il va falloir constituer un dossier et il va y avoir une batterie de tests qui vont permettre de voir si oui ou non le candidat détenteur de son baccalauréat a un potentiel avéré pour intégrer l'armée comme sous-officier. Donc ces différents tests se composent d'une partie psychotechnique, donc des tests intellectuels, une partie médicale, bien sûr, pour l'aptitude physique, et des tests sportifs. Et à l'issue de l'ensemble de ces tests, on verra si oui ou non le candidat a le potentiel pour intégrer la catégorie des sous-officiers. D'accord. Si effectivement c'est le cas, donc pour l'armée de terre, on va éventuellement pouvoir lui proposer une formation de 8 mois à l'école de Saint-Mexan. Donc Saint-Mexan, ça va être le tronc commun, un petit peu la base pour devenir un soldat, puis un chef de groupe. À l'issue de ces 8 mois de formation, en fonction de la spécialité qu'il aura choisie, il sera dirigé vers une école de formation. Donc là, la durée va dépendre de la formation, bien sûr, de la spécialité. Donc par exemple, le renseignement à Strasbourg, les transmissions à Rennes, différentes choses de combat sont à Draguignan. Donc en fonction de la spécialité, il va y avoir une école de formation qui va être en France pour le candidat. Pour l'armée de terre, c'est ce qu'on peut proposer en tout cas à un bachelier. On présentera les différentes spécialités après, au cours de l'échange. En tout cas, tu as donné quelques exemples, mais peut-être... Oui, bien sûr. Alors, je peux le dire déjà d'entrée de jeu, que dans l'armée de terre, il y a un seul métier qui est proposé, malheureusement, c'est le métier de soldat. Qu'est-ce que c'est un soldat? C'est quelqu'un qui tient les armes pour la France. C'est le seul métier qu'on peut proposer. Après, on a nombreuses spécialités. On a des spécialités qui sont en rapport avec des choses un peu techniques qu'on peut retrouver dans le civil, comme le secrétariat, les métiers du RH, les métiers de l'informatique, de la communication, etc., etc. Et bon nombre de spécialités sont en rapport avec le combat, avec des appareils, des lanceurs, avec des engins, des choses qui sont pour faire la guerre, parce que c'est quand même l'essence de l'armée. Donc beaucoup de spécialités en rapport avec du matériel technique militaire. Et des spécialités en rapport avec des choses civiles qu'on peut retrouver, aussi bien des cuisiniers que des informaticiens. D'accord. Merci. Donc moi je rejoins d'abord l'introduction. En fait, il est extrêmement important de s'inscrire à Parcoursup. On ne connaît pas la finalité du dossier. On est ici pour initier des dossiers, initier des candidatures. Or, on ne sait pas si ces candidatures vont arriver à terme ou pas. Donc dans tous les cas, il faut avoir une solution post-bac, dans tous les cas pour ceux qui désirent s'y inscrire. Donc l'inscription à Parcoursup est systématiquement conseillée, qu'elle soit en ouverture ou en finalité du dossier, ça doit se faire en parallèle. Le fonctionnement pour l'armée de l'air est un petit peu différent, même si les tests sont communs avec mes homologues de l'armée de terre. Nous, il va y avoir un choix de spécialité, donc un choix de métier dès le départ, donc une incidence forcément du baccalauréat par rapport à ce métier-là. Après, on va avoir des baccalauréats ou des diplômes qui vont être génériques, qui ne vont pas déterminer un métier dès le départ. Et à partir de ce moment-là, les tests psychotechniques, comme abordé par Julien, ou même les tests d'anglais, vont pouvoir ouvrir des spécialités. Je vais prendre un exemple concret, quelqu'un qui va avoir un bac ES, qui ne sait pas trop quel métier il va envisager. Des bons résultats en maths, des bons résultats en anglais vont permettre de tenter, pourquoi pas, des tests complémentaires sur des métiers comme le contrôle aérien. Après, des bons résultats, pour nous, c'est des résultats qui vont être au-dessus de la moyenne. On ne recherche pas des gens excellents, comme l'armée de terre. Ils vont rentrer dans des écoles, et dans les écoles, on va leur apprendre les métiers. Mais il ne faut pas se restreindre, et c'est important de ne pas se restreindre à son intitulé de son métier par rapport à la spécialité. Un moniteur de sport n'a pas la nécessité pour les armées, et pour l'armée de l'air particulièrement, d'avoir une licence TAPS. Un baccalauréat suffit avec des aptitudes au métier des sports dans tous les cas. Et ça, on va pouvoir le tester, et c'est la différence avec le monde civil, elle va vraiment être là. C'est-à-dire que nous, on va leur ouvrir des possibilités s'ils ont les capacités. Directement après le bac. Oui. En tant que sous-officier. En tant que sous-officier dans tous les cas. Et on peut tester, alors c'est la date officielle, c'est le 1er février. Donc dès le 1er février, on peut même tester les terminales. C'est-à-dire que les dossiers sont initiés, ils ont une visibilité ici en Polynésie française sur leurs résultats au niveau des tests. Et ensuite, dès le jour où ils m'amènent le relevé de notes du bac, le dossier est passé en commission et rentre très rapidement. Ils vont m'amener leur bac en juillet, je n'ai pas les dates exactes, j'en suis désolé, mais en juillet. Et en septembre, ils peuvent être en école de formation et pas d'avoir d'interruption au niveau des études. D'accord. Et on rappelle, et on revient sur l'introduction, avoir toujours l'opportunité de Parcoursup et de comparer entre les deux propositions qu'on leur fait.
D'accord, donc ça peut aller très vite, c'est-à-dire que donc ils font, on va y revenir, comment ils doivent faire tout à l'heure, hein, et à qui ils doivent s'adresser. Ils vont donc monter un dossier et au moment où ils ont leur bac, ils peuvent avoir une réponse et rentrer, ils ne sont pas obligés d'attendre pour rentrer en formation, ça peut aller très vite. En fait, nous, entre les deux, on va leur faire les tests psychotechniques, les épreuves de sport, la visite médicale, ce qu'a abordé Julien et qui est commun au même endroit, et ils vont déjà avoir une prévisibilité sur le potentiel de leur dossier. Ça permet de savoir, alors j'envisage de faire pilote et malheureusement les tests sont plutôt moyens, voire moyen-moins. On va soit réorienter les personnes sur d'autres métiers, soit leur dire écoute, poursuis tes études et reviens nous voir un petit peu plus tard. D'accord, c'est vrai que voilà, d'où l'intérêt aussi donc de s'inscrire sur Parcoursup, puisque là on a parlé niveau bac pour entrer en tant que sous-officier, mais on le verra tout à l'heure aussi, il y a d'autres niveaux de recrutement. Si vous continuez vers un bac plus 2 ou un bac plus 3, il y a différents niveaux de recrutement. Donc vous avez aussi, même si vous n'êtes pas retenu tout de suite, vous avez la possibilité de vous représenter aussi sur d'autres catégories de métiers. Donc on va en parler tout à l'heure. Et dans la gendarmerie, donc les formations... Alors dans la gendarmerie, c'est un petit peu différent d'ailleurs des autres armées concernant les recrutements à niveau bac. Donc si l'on reste sur les recrutements des sous-officiers, faut savoir que le candidat ou la candidate donc, qui veut postuler en tant que sous-officier doit avoir donc, moins de 35 ans, être titulaire d'un bac, alors bac général, bac professionnel ou bac technologique, avoir moins de 35 ans, avoir effectué sa JDC, sa JAPD, donc comme pour les recrutements de mes homologues. Et donc ensuite, le candidat devra choisir dans l'une des deux filières, les deux filières, grandes filières en gendarmerie, c'est la filière opérationnelle, pour être gendarme de terrain, sur le terrain, au cœur de l'action, au contact de la population, pour assurer des missions de sécurité, aussi bien des personnes que des biens, ce sont les grandes missions de la gendarmerie. Ou alors une filière plutôt dans le soutien technique et administratif. On a beaucoup de candidats actuellement qui choisissent cette voie-là, dans différentes spécialités. Donc recrutement sur concours, pas des tests de sélection, un recrutement, une épreuve sur table en phase d'admissibilité pour tous les candidats. Et puis ensuite, en fonction du résultat des écrits, les candidats seront donc admissibles pour la seconde phase, c'est-à-dire des épreuves sportives, des tests psychotechniques comme dans les autres armées, mais également une épreuve d'évaluation numérique pour les sous-officiers de gendarmerie, un entretien, bien entendu, de recrutement avec un officier et un psychologue. Voilà. Bien entendu, il faudra ensuite que les candidats satisfassent à la visite médicale. Il faut qu'ils soient aptes médicalement, bien entendu, pour entrer en gendarmerie. Et donc, plusieurs filières de recrutement qui sont proposées dans le domaine de soutien technique et administratif. Les 6 grandes filières de recrutement, donc l'administration, gestion du personnel, c'est le RH. C'est voilà, le soutien des personnels, la gestion logistique et financière, donc ce sont tous nos personnels qui vont être en charge des finances, du budget, de l'inventaire, des stocks de matériel. On a la filière affaires immobilières, ce sont nos personnels qui vont être en charge de gérer nos infrastructures, nos locaux. Voilà. La filière restauration collective, où là ça va être notamment pour gérer une structure d'hôtellerie, de loisirs, puisque au sein des armées on a les cercles mixtes, ce sont nos cantines, pour schématiser. Voilà, donc on cherche des personnels qui souhaitent également travailler dans ce domaine-là. Et enfin, 2 autres filières, l'armurerie pyrotechnie, ce sont nos armureries, ceux qui vont réparer nos armes, qui vont entretenir notre armement. Et enfin, la filière auto-engins blindés, ce sont nos mécaniciens, parce qu'on a un parc automobile, auto-moto important en gendarmerie, et il nous faut des personnels qualifiés pour pouvoir entretenir ce matériel-là. Donc voilà, donc on a une offre qui est assez diversifiée en tant que sous-officier du corps de soutien technique, et puis en tant qu'officier opérationnel, donc en tant que professionnel de la sécurité, on a également moyen de se spécialiser. Il existe une centaine de spécialités en gendarmerie dans le domaine opérationnel. Alors on connaît les principales, c'est maître chien, voilà, le secours en montagne, pilote d'hélico, motocycliste, plongeur, voilà, pour citer que ces exemples-là. Mais en fait, il y a une diversité de métiers en gendarmerie que les jeunes ne connaissent
connaissent pas forcément. Donc je pense que tout le monde peut trouver sa place en gendarmerie dans un métier qui lui correspond en tout cas. Donc ça c'est uniquement pour parler de la filière recrutement sous-officier. Après on parlera sûrement des autres recrutements sans condition de diplôme, puisque la gendarmerie, comme les autres armées, accueille bien entendu des bacheliers, mais également les candidats qui ne sont pas titulaires du bac. Et donc il y a des filières également très intéressantes dans ce domaine-là. Oui. Voilà, c'est la question aussi que j'allais poser. Si je suis bachelier et que je souhaite intégrer l'armée et que je n'ai pas, pour des raisons XY, je n'ai pas mon bac, est-ce que je peux quand même postuler ou est-ce qu'il faut impérativement que j'ai mon bac? Alors effectivement, on peut intégrer les forces armées, notamment l'armée de terre, sans diplôme, jusqu'à Master 2. Donc en fonction de la qualification du candidat, ça va lui ouvrir des portes pour postuler dans telle ou telle catégorie. Donc si le candidat n'a pas de baccalauréat, dans ce cas-là, il ne pourra postuler que dans la catégorie des EVAT, donc ça veut dire les engagés volontaires de l'armée de terre, ce qui correspond aux ouvriers, aux employés dans le monde du travail. Voilà. Mais en concours interne, s'il est titulaire du brevet des collèges, s'il ne l'est pas, il peut le passer en candidat libre. Il va pouvoir, on a ce qu'on appelle l'escalier social, donc on va pouvoir changer de catégorie au cours de notre carrière. Donc moi j'en suis l'exemple, j'ai commencé à l'armée sans grade, 2e classe, et j'ai fait 3 ans et demi d'engagé volontaire de l'armée de terre, ouvrier employé, et par voie de concours interne, je suis passé sous-officier, donc dans la catégorie supérieure. Aujourd'hui j'ai 19 ans, presque 20 ans de service, encore dans ma carrière, j'ai la possibilité de postuler pour passer officier. Donc l'escalier social est réel dans les armées, il existe, et on en a la preuve en discutant avec les militaires, qui ont commencé tout en bas, avec ou sans diplôme, et qui ont réussi à monter certains grades et certaines étapes de la hiérarchie. Et qu'est-ce qui fait qu'on réussit justement à l'interne? Tu parlais de ton parcours, qu'est-ce qui fait une personne qui rentre dans l'armée sans diplôme va réussir à grimper? Quelles sont les conditions de ça? Déjà, il va falloir avoir envie. Il va falloir avoir de la motivation, il faut que le candidat soit rentable dans son métier, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu bon, qu'il soit de bonne présentation, etc. etc. Et ça va vraiment être ses notations, son comportement de militaire du rang, de VAT, d'ouvrier d'employé, qui va permettre de dire si oui ou non tel soldat a le potentiel pour passer chef de groupe, donc pour gagner en responsabilité. Voilà, tout simplement. C'est l'envie, la motivation du personnel, bien sûr quelques aptitudes personnelles, mais c'est surtout la motivation qui est le facteur déterminant. L'engagement et la posture, en fait. Au régime, posture, tout à fait. Il faut être bien vu, il faut bien faire son travail pour pouvoir accéder à plus de responsabilités, ce qui est normal. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques exigées pour intégrer l'armée et des éléments qui empêchent en fait d'intégrer, qui pourraient empêcher un élève d'intégrer l'armée, quelque chose de rédhibitoire et qu'on peut pas... On peut revenir déjà sur les conditions, elles ont déjà été évoquées, mais il est bon de les rappeler. 17 ans et demi, l'âge minimum avec l'accord des parents dans l'armée de terre, jusqu'à 32 ans si tant est qu'on soit titulaire d'un bac plus 3, 30 ans sans diplôme. Déjà l'âge, être de nationalité française et être un garçon ou une fille. Ce sont les conditions pour pouvoir présenter une candidature. Après, le fait de ne pas être retenu pour l'armée, il y a tout un tas de choses qui peuvent casser le dossier du candidat. Les premières, c'est les inaptitudes physiques, donc les problèmes d'IMC, d'indice de masse corporelle, les gens qui vont être trop gros par rapport à leur taille. On a des gens qui vont être allergiques, qui vont avoir des pathologies physiques rédhibitoires pour pouvoir entrer dans l'armée. Je pense notamment les crises d'épilepsie, de l'asthme à l'effort, des choses comme ça, qui ne sont pas compatibles avec le métier de militaire. Ensuite, on a les jeunes qui n'ont pas une bonne moralité, donc qui ont eu des petits problèmes avec la justice. Forcément, ça peut coincer en fonction des faits sur les dossiers. Alors pour des petits actes, on va dire que ça peut le faire. Pour des choses un peu plus compliquées, vol avec violence, histoire de mœurs, etc., en général, les candidatures sont refusées. Voilà, c'est les principales choses qui font que le dossier du candidat peut être refusé. D'accord.
un petit peu la même chose pour les... Alors, je fais juste un petit complément et je pense que mon collègue de la gendarmerie sera encore plus précis. En fait, la question au départ, on demandait comment on peut évoluer. Nous, le fonctionnement, c'est un petit peu le même. C'est de la 3e jusqu'à Bac plus 5. On a des possibilités, des capacités et ensuite, on va faire confiance. Et ce qu'il a dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire confiance aux jeunes à partir du moment qu'il y a un intérêt, qu'ils sont intéressés, etc. Et je pense personnellement et d'expérience ici qu'à partir du moment qu'on monte un projet professionnel avec lui, il va se sentir en confiance, il va être décideur de son avenir professionnel et dès lors qu'il est décideur, il est motivé parce qu'il a pris la décision. Et c'est la chose que je dis systématiquement, c'est il faut vraiment choisir votre voie et à partir du moment que tu seras acteur de ton choix, tu n'en seras que motivé. Ensuite, derrière ça, il est important de préciser que ce sont nos chefs, des directives qui vont nous être imposées, des médecins qui vont prendre des décisions et qu'il faut tenter. C'est-à-dire que tentons d'abord, voyons le médecin et c'est le médecin qui donnera son avis médical puisqu'il a fait des études en fonction, etc. Et il ne faut pas s'arrêter, il l'a très bien dit, hommes, femmes, il n'y a aucune différence, tous les métiers sont accessibles et il faut tenter, voir les tests psychotechniques si ça passe, voir les épreuves de sport si ça passe et voir la visite médicale. Rien n'est jamais rédhibitoire puisque on a des exemples de jeunes qui sont venus postuler il y a quelques mois qui entre le premier passage dans un bureau et aujourd'hui sont des personnes complètement changées qui sont devenus des très bons sportifs, que ce soit du VA, que ce soit de la nage, que ce soit de la course à pied, etc. Et les Polynésiens sont vraiment surprenants là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils ont un objectif, ils sont capables de déplacer une montagne pour l'atteindre. Et aujourd'hui, cet objectif, ça peut être l'armée de l'air, ça peut être l'armée de terre, ça peut être la gendarmerie. Et pour ça, la Polynésie a une grande force. Je te laisse préciser peut-être. Non, mais je rejoins exactement ce que vous dites, tous les deux. Moi, le constat depuis 1 an et demi, il est fait que les jeunes sont intéressés, sont attirés par les métiers de la sécurité, par les métiers de l'armée, par les métiers de la gendarmerie. Il faut que les jeunes soient acteurs de leur projet, ça c'est incontestable. Donc en se préparant physiquement pour ces épreuves, en se préparant intellectuellement et en se préparant aussi psychologiquement. Psychologiquement, pourquoi ? Parce que, alors là je parle pour la gendarmerie, pour mes homologues je leur laisserai le soin de répondre, mais le recrutement en gendarmerie, moi je recrute pour la métropole. Voilà, donc le jeune, il faut que dans son projet, il soit prêt à partir, à quitter son Fénois pendant quelques années, quitter ses proches, changer d'environnement tout simplement. C'est pas simple pour un jeune qui n'a jamais pris l'avion, qui a du mal à s'adapter au froid. C'est des choses qui peuvent faire sourire, mais en tout cas on se met à la place de ces jeunes aussi. On est là pour les conseiller, on est là pour leur donner un petit peu toutes les clés pour qu'ils s'adaptent le mieux possible et pour être vraiment sûr qu'ils ont conscience des sacrifices à faire. Alors là, on ne parle pas de sacrifice humain, mais des sacrifices au niveau de la vie familiale notamment. Et moi, c'est surtout sur ce point-là que j'insiste auprès de mes jeunes. Est-ce que vous êtes prêts ? Certes, c'est votre projet professionnel, mais il faut également y associer votre entourage. Et pour moi, c'est important, puisqu'un jeune qui sait où il va, il est sûr de pouvoir s'orienter comme il faut. Donc voilà, le jeune doit se préparer aussi psychologiquement à ce qu'il attend, à quitter son Fénois. Voilà. Après, pour le reste, je les rejoins. Il y a énormément d'opportunités. C'est vraiment un métier passionnant, le métier de la sécurité, les métiers de l'armée. Alors en gendarmerie, moi j'ai beaucoup de candidats qui viennent me voir et ils me disent moi j'ai pas envie d'aller dans l'armée parce que j'ai pas envie de faire la guerre. Alors je sais très bien que dans l'armée on fait pas que la guerre, il y a aussi plein de métiers intéressants dans le soutien. C'est vrai qu'en gendarmerie c'est essentiellement des postes sur le territoire national. Il y a des possibilités d'affectation sur les territoires et départements d'outre-mer. Également en OPEX, les missions sont différentes, mais en tout cas cet escalier social dont a parlé de mon camarade, il est également valable en gendarmerie. On peut commencer au bas de l'échelle, on peut par la voie de la promotion interne évoluer en grade, bien entendu en responsabilité, et moi j'invite tous les jeunes aussi qui sont ouverts d'esprit, qui sont ambitieux, parce qu'il faut aussi avoir de l'ambition, le but c'est pas de rester en bas de l'échelle, c'est d'évoluer, de tenter les concours. Ils perdent pas grand chose finalement à tenter, il y a plusieurs chances sur l'ensemble des recrutements, ils peuvent se présenter plusieurs fois au concours, et s'ils sont motivés, s'ils se donnent les moyens d'atteindre leur objectif, ils y arriveront et ils pourront envisager plus sereinement leur avenir professionnel, incontestablement.
Je rebondis parce que cet accompagnement, il est vraiment important. Et moi, ça fait pas 10 ans que je suis présent en Polynésie française, mais tous les acteurs de la défense, de la gendarmerie, etc., aujourd'hui ont pris cette notion. Et aujourd'hui, ça fait partie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les jeunes, quand ils partent en métropole, il y a quelqu'un de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la gendarmerie, qui est présent à l'aéroport. On a des dossiers de candidature qui se font avec présence de la famille, les parents, les maris, les femmes qui sont présentées, etc. Et ça, on l'inclut, c'est-à-dire qu'on a la proximité suffisante avec les candidats pour pouvoir vraiment assurer tout ça. Ce matin, je recevais à 10h un couple qui veut partir ensemble et qui est en train d'essayer d'étudier comment c'est possible et qu'est-ce qu'il faut dans le projet mettre en place pour être certain et dans la décision complète des avantages et des désavantages d'un départ de la Polynésie française pour la métropole en couple et bien comparer les avantages et désavantages sur ce départ. Alors certes, on les accompagne, certes, c'est un grand changement, mais aujourd'hui, on sécurise vraiment le plus possible. On est présent à l'aéroport à Faa. Il y a une équipe militaire qui est présente à l'aéroport à Roissy pour les mettre ensuite dans un train où vous avez quelqu'un de la base qui va venir les récupérer à la sortie, etc. Aujourd'hui, on n'envoie plus un Polynésien comme ça, prend l'avion, 3 feuilles de papier données comme ça sous la main, et puis après, tu te débrouilles. Aujourd'hui, il y a vraiment une attente et une aide qui est vraiment présente pour tout ça. Merci. Donc effectivement, ce qu'on retrouve de commun, donc c'était important parce que la question c'était aussi effectivement, est-ce qu'on a bien vu qu'on est obligé de partir, hein, donc il y a toute cette préparation dont vous avez parlé. Le point commun aussi, c'est la motivation, la posture, l'engagement, l'élaboration du projet. Hein. C'est des choses qu'on a aussi entendues d'ailleurs depuis ce matin dans l'ensemble des autres pôles de formation. Donc c'est vrai que la réussite, elle tient pas uniquement à vos qualifications, à vos diplômes, mais aussi beaucoup à ce que vous êtes, hein, en tant que personne. Et voilà, ça c'est important, hein, tout le monde a sa chance, hein, on l'entend, hein, même si c'est pas tout de suite, on peut se représenter, hein, mais voilà, faire attention et savoir se mettre en valeur aussi et mettre en valeur toutes les ressources, toutes les compétences que vous avez dans les différents domaines. Donc la question c'était, est-ce que une fois qu'ils sont partis, ils sont allés se former, que tout se passe bien, est-ce qu'il y a des possibilités, de revenir facilement travailler en Polynésie? Alors, je vais commencer à parler pour l'armée de terre. Pour l'armée de terre, le recrutement se fait uniquement en métropole, hein, donc on l'a bien compris. On fait signer un contrat d'engagement à un Polynésien pour qu'il aille travailler en métropole. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas d'emploi à Tahiti. Par contre, le Polynésien, pendant les 3 premières années, peut mettre des jours de vacances, on va dire, de côté. Et au bout de 3 ans, l'armée va lui payer un aller-retour pour qu'il puisse profiter de sa famille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CPG, le concession de passage gratuit. C'est une facilité qui est faite pour les ultramarins. Donc Réunion, Guadeloupe, Martinique, Polynésie française. Au bout de 3 ans de contrat, qu'il puisse revenir voir sa famille, profiter pendant au moins 3 mois. Par contre, il n'y aura pas d'emploi sur place au cours de la carrière du militaire. Donc là, je parle quand il aura une dizaine d'années de service. Il peut éventuellement être nommé pour un séjour. Donc un séjour, c'est 2 ans pour travailler là en Outre-mer. Mais ce ne sera pas automatique. C'est parce que le Polynésien part en métropole travailler que forcément, de la métropole, l'enverront en séjour 2 ans. Après, nous avons les missions de courte durée, des missions de 4 mois, qui se font également dans les dom-toms, les DROM également. Et nous avons les OPEX, donc là, de 4 à 6 mois. Voilà. Mais il n'y a pas de possibilité pour un militaire polynésien d'être engagé sur le territoire et de travailler de façon pérenne sur le territoire de Polynésie. Il n'y a pas de recrutement local. Par contre, donc, le projet professionnel peut être un projet professionnel à court terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et on entend très bien quelqu'un qui a un permis B, qui veut faire conducteur routier ou conducteur grand routier en métropole, auquel on va forcément attacher le poids lourd et le super lourd, qui au bout de son premier contrat de 4 ans va vouloir revenir ici. C'est quelque chose qui fait partie d'un projet de vie et qu'on arrive parfaitement à comprendre en étant sur le territoire. Il faut savoir que dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment que l'on
sait ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, à ce moment-là, on va être motivé. Et le départ en métropole, il va durer le temps des contrats. Ils peuvent très bien, après la fin de ces contrats, continuer leur carrière ou revenir ici avec une plus-value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, ils sont réellement avec une plus-value, avec des choses apprises en métropole. Ça n'ouvre pas forcément toutes les portes de toutes les entreprises, mais en tous les cas, le CV est autrement plus intéressant et estampillé ministère des Armées et Armée de l'air et de l'espace. Et ça peut être entendu. On a des entretiens finaux par rapport à tout ça. Moi, dans cet entretien, il va avoir la motivation professionnelle. Quelqu'un qui veut partir pour prendre l'expérience professionnelle en métropole, ça fait partie de la bonne motivation professionnelle. Si c'est pour 4 ans, tant mieux. Il va découvrir l'institution en étant en métropole et ensuite rentrer ou pas ici. Il y a quand même un attachement au Fénois, à la terre. On le comprend, on l'entend. Donc on arrive à entendre que des jeunes candidats ou candidates aient cet attachement familial et cet attachement à leur habitat. Alors pour la gendarmerie, du coup, les possibilités de revenir ici sur une affectation, elles existent. Elles sont minimes, certes, mais elles existent. Dans tous les cas, nous, on conseille aux candidats, que ce soit des gendarmes adjoints volontaires, donc l'équivalent des engagés chez vous, voilà, ou les sous-officiers, de partir se former en métropole, puisque dans tous les cas, la formation, systématiquement, elle aura lieu dans une école de gendarmerie en métropole, pour une durée plus ou moins longue, en fonction du type de recrutement. Et on conseille vraiment aux jeunes, sur la première affectation, de rester en métropole. Pourquoi ? Parce que déjà le métier, on l'apprend vraiment en métropole. Le métier de gendarme, on ne l'apprend pas en Polynésie. C'est vraiment en métropole que les jeunes vont apprendre les métiers, les bases du métier de gendarme, vont pouvoir faire vraiment leur expérience, engranger une expérience solide. Et au bout de 2 ans, pour les gendarmes adjoints volontaires, ils pourront faire la demande pour revenir ici en Polynésie, sous réserve qu'il y ait des places disponibles, bien évidemment, et puis qui donnent satisfaction dans leur manière de servir. Et puis pour les recrutements sous-officiers, là c'est un peu plus long, c'est-à-dire qu'on exige au moins 5 à 6 ans d'exercice sur le territoire métropolitain avant d'éventuellement leur donner satisfaction sur un retour temporaire, bien entendu en Polynésie, puisqu'ils ne pourront pas faire une carrière complète en Polynésie. Ils pourront exercer jusqu'à 11 ans maximum en Polynésie, donc c'est déjà mieux que rien. Et puis comme l'a dit mon camarade, donc les gendarmes ce sont des militaires aussi avant tout, donc on a les mêmes droits à permission, à vacances qu'un militaire. Donc le candidat pourra bénéficier de 9 semaines de permission, de vacances. Donc pour un candidat qui est en métropole, qui souhaite cumuler des vacances pour revenir régulièrement sur une durée quand même assez importante en Polynésie, il aura tout à fait la possibilité. Alors certes, ça ne sera pas une affectation sur le territoire, mais il pourra quand même la possibilité de revenir voir ses proches, sa famille, tous les ans s'il veut. Voilà. D'accord. Alors, donc maintenant, on va peut-être donner donc, des informations sur comment faire. Voilà, j'ai entendu tout ça, moi ça m'intéresse, j'ai envie de postuler sur les 3 d'ailleurs. Comment je fais concrètement ? Alors, c'est très simple. Il suffit de venir nous voir au centre d'information de recrutement, donc, qui est situé avant le RIMA par Arouet, en face du stade. Je sais pas, je pense que les Polynésiens connaissent, de toute façon tous. Donc on a le recrutement des 3 armées, terre, marine, air. La gendarmerie ne sont pas encore avec nous. Peut-être ça va venir un jour, je ne sais pas. Donc dans tous les cas, nous on a un accueil au public donc, qui est quotidien sur nos horaires d'ouverture. Donc le jeune pousse la porte, il rentre dans le CIRFA et là on lui explique tout le déroulé du processus de recrutement. Donc c'est pareil pour les 3 armées. Donc on va commencer par lui faire une information collective. Donc on va l'informer sur le processus de recrutement, ce qu'on attend de lui, les grandes spécialités qu'on peut retrouver au sein de l'armée. Ensuite, s'il est toujours aussi motivé, on va pouvoir le booker, le mettre sur des tests psychotechniques, donc pour évaluer le potentiel intellectuel de la candidature. Si satisfait au test, qu'il les réussit, on va lui remettre un dossier administratif avec une liste de documents à fournir et nos coordonnées. Dès qu'il a rempli le dossier, récupéré le document administratif, il va prendre un rendez-vous avec un des conseillers, air, terre ou marine, en fonction de l'armée qu'il a choisi. Le conseiller va le recevoir pour l'entretien initial, donc il va ouvrir son dossier de recrutement en format informatique, lui poser des questions, connaître un petit peu le candidat, ce qu'il a envie, ce qu'il fait de sa vie, etc. pour déjà se faire un petit avis sur le candidat. Ensuite, il va être en attente pour effectuer une visite médicale, pour vérifier qu'il ait bien son aptitude physique. Et si
cette aptitude physique est avérée, à l'issue de la visite médicale, on pourra lui donner des rendez-vous pour faire les épreuves sportives. Voilà. Donc une fois que l'information collective, l'ouverture du dossier, les tests psychotechniques, la visite médicale sont effectués, là on pourra lui proposer des postes dans l'armée en fonction de ses résultats et bien sûr de ses envies. On va un petit peu regarder ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire, et en fonction de son projet, on va voir si c'est réaliste ou pas. Si le projet n'est pas réaliste, dans ce cas-là, ça va être à nous d'essayer de lui trouver un emploi, un métier auquel il pourra satisfaire. Voilà, c'est le processus de recrutement pour les 3 armées. Et il y a beaucoup de recrutements prévus dans l'armée, dans la gendarmerie. On fait du recrutement continuellement, des tests psychotechniques, on en fait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, des évaluations sportives ainsi que des visites médicales on en fait pour ainsi dire, alors pas les tests sportifs c'est une fois par semaine, mais les visites médicales, tous les jours on va avoir des candidats qui vont passer en visite médicale, donc le recrutement ne s'arrête pas, on n'a pas de vacances, on a des vacances, des permissions, mais je veux dire que les vacances de Noël, les vacances n'influent pas sur le recrutement. Tous les mois on envoie, donc je parle pour l'armée de terre mais pour les autres armées également, tous les mois on envoie une cohorte de jeunes pour la métropole. Voilà, et c'est mensuel et ça ne s'arrête pas. Tous les mois, on envoie. On est victime de notre succès. On a beaucoup de monde en attente. Je crois que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, on a ouvert 650 dossiers de jeunes volontaires à l'engagement, donc de jeunes qui ont réussi leur test psychotechnique, et on en a envoyé 350, un peu moins de 350 sur l'année passée. Voilà à peu près le résultat. Donc on est un CIRFA qui est assez rentable, avec beaucoup de monde qui vient nous voir. Alors, pour le lieu, c'est le même, pour essayer de situer. On est à côté du carrefour d'Arouet, le rond-point suivant. Tout simplement, les jeunes Polynésiens connaissent le RSMA, le RIMAP. On est vraiment à côté. On les accueille. Je suis tout à fait d'accord et j'insiste beaucoup sur ce recrutement permanent. Il n'y a jamais d'arrêt. C'est-à-dire que dans tous les cas, les tests sont permanents. Les épreuves, qu'elles soient en Polynésie française, qu'elles soient sportives, qu'elles soient médicales ou quoi que ce soit, c'est en permanence sans arrêt. Les volumes sont environ de 3000 places par an. Pour la Polynésie française, moi c'est autour de 150 qui signent des contrats. On parle de personnes qui sont parties, qui aujourd'hui ont un salaire payé par l'armée de l'air et de l'espace. Donc c'est un très beau volume. Moi c'est mon 3e CIRFA. On s'est connu avec Julien à Paris, comme quoi on est sur d'autres auspices. C'est des volumes qui sont vraisemblables à des CIRFA moyens en métropole. Donc le Polynésien aujourd'hui aime l'armée de l'air et l'armée de l'air aime les Polynésiens. Aujourd'hui, on a une véritable synergie ensemble. Après, derrière ça, le fonctionnement est vraiment similaire, c'est-à-dire que l'information collective va être ici pour les aider pour les tests. Aujourd'hui, mon homologue de la gendarmerie le disait également, il y a une préparation à faire. Et aujourd'hui, un test psychotechnique, si on ne s'y est pas préparé, c'est difficile à réaliser ce qu'on attend de nous. Donc, on est là pour les guider, pour les aider. Et ensuite, on les guide pas à pas vers les tests sportifs, vers les épreuves médicales. Il est important de se préparer à ces épreuves sportives. Aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir l'habitude de faire du sport collectif, qui va avoir l'habitude de faire de la rame ou quoi que ce soit, va avoir des facilités. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais sur un laps de temps assez restreint d'entraînement, on peut être en réussite et s'orienter vers ce que l'on veut. Pour donner un ordre d'idée, on est aux alentours entre 3 et 4 mois entre l'information collective et le départ potentiel. Ça donne un ordre d'idée du déroulé, le temps que tout se fasse. Ça peut être court, ça peut être plus long, mais souvent la longueur est due soit à des situations particulières, soit un choix du jeune. Si le jeune n'est pas présent aux premières épreuves de sport, forcément, à un moment ou à un autre, c'est lui qui décide de décaler. Il reste maître de son dossier dans tous les cas. Ça peut aller vite, donc voilà. Alors la gendarmerie, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a un délai pour partir Le process de recrutement en gendarmerie est sensiblement le même que pour les armées. Donc au préalable, le ou la candidate doivent s'inscrire sur le site internet www.lagendarmerierecrute.fr, c'est le site unique sur lequel le jeune va pouvoir déjà obtenir tous les renseignements qu'il souhaite sur les carrières. Il va pouvoir consulter des fiches métiers, des vidéos sur tout ce que la gendarmerie peut lui proposer comme filière de recrutement. Dès qu'il a saisi son inscription sur ces sites internet, on va revenir vers lui pour cette fameuse information collective dont mes homologues parlaient, cette session d'information où on va lui présenter dans le détail ce qu'on attend d'un futur gendarme adjoint volontaire, d'un futur gendarme, un futur militaire de la gendarmerie.
Également, voilà, en quoi consistent les tests de sélection, la formation en école, hein, lui expliquer vraiment où est-ce qu'il arrive, hein, dans quelle institution il souhaite postuler. Et puis à l'issue, donc cet entretien de recrutement pour faire connaissance avec le candidat, et dans la foulée, les fameux tests psychotechniques, psychométriques dont on parle depuis tout à l'heure. Hein, donc ce sont essentiellement des inventaires de personnalité. On va tester vraiment savoir si le candidat, son profil, il est adaptable au métier sur lequel il postule. Des tests de compréhension de texte ou de culture générale. Petite subtilité, pour la gendarmerie, il n'y a pas d'épreuve sportive. C'est-à-dire que le candidat qui souhaite, sans condition de diplôme, hein, bien entendu, hein, là je ne parle pas pour le recrutement des sous-officiers, mais un candidat qui souhaite rentrer en gendarmerie, il n'aura pas d'épreuve sportive à passer. Il y aura directement la visite médicale après les tests psychotechniques. Donc c'est là la grosse différence avec vous. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, le process. Donc le jeune peut venir bien entendu nous voir. Là, pour le coup, il faut venir nous voir à la gendarmerie de Saint-Amélie, à côté de la présidence. Hein, on n'est pas sur le camp d'Arouet. Voilà, donc en mesure d'accueillir tous les jours les candidats. Tout comme mes homologues, on organise des sessions de tests, des sessions d'information toutes les semaines. Hein, c'est un recrutement en continu, pareil, donc ça ne change pas. Le centre de recrutement de la gendarmerie de Polynésie est en train de monter en puissance au fil des mois et au fil des années. Pour l'exercice 2020, on a atteint un niveau record de recrutement, puisqu'on a fait partir près de 300 candidats, hein, tout recrutement confondu. Hein, donc là, on a presque doublé le nombre de départs, et en tout cas, la demande, elle est bien là. D'ailleurs, à titre d'exemple, hein, pour le prochain concours du corps de soutien technique et administratif qui aura lieu le 23 mars prochain, le centre de sélection de Papeete sera le plus gros centre d'examen de France, hein, pour ce recrutement, puisqu'on attend près de 500 candidats qui se sont inscrits. Donc là, on attend vraiment des volumes du jamais vu. Hein, donc ça prouve vraiment qu'il y a une vraie demande, que les jeunes sont attirés. On communique aussi, hein, via les réseaux sociaux. Donc les jeunes peuvent également nous suivre sur la page Facebook de la gendarmerie de Polynésie. Hein. On continue à prendre de leurs nouvelles bien après leur départ. Donc ça, c'est intéressant aussi. On parlait de cet accompagnement, ce suivi qu'on peut proposer. Je sais que dans les autres armées, ça se fait. En gendarmerie, en tout cas, on a à cœur vraiment d'accompagner ces jeunes. Et c'est pas uniquement les recruter et dire après on n'a plus de leurs nouvelles. C'est pas notre problème. Non, au contraire, on les conseille, même à 18 000 km, on est encore là pour eux, pour les conseiller, pour les orienter. Ils nous donnent des nouvelles régulièrement et ça nous fait plaisir. Et ce suivi, c'est vraiment quelque chose dont on a vraiment, on attache une importance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Isabelle, est-ce qu'il y a des questions? On va donc voir un petit peu les questions des élèves autres que... Merci. Alors, les élèves posent comme question, est-ce que les filles peuvent également postuler à tous les postes aux métiers qui existent, hein? Je crois qu'on a déjà répondu, vous aviez dit hommes ou femmes. Est-ce qu'il y a de plus, est-ce que vous avez dit donc il y avait des gros volumes, est-ce que vous voyez la montée des candidatures filles dans... Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du renouveau et aujourd'hui, il n'y a aucune restriction. Et ça se sait, en fait. Les jeunes, aujourd'hui, le savent par les réseaux sociaux, par des amis filles qui sont déjà rentrées, qui sont intégrées à l'armée de l'air, à l'armée de terre, à la gendarmerie, qui voient comment ça se passe. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune restriction. Il faut vraiment tenter et voir les possibilités qui sont offertes à elles. Alors, on a aussi répondu à cette question. Pardon. Pour nous, en termes de volume, on a un peu plus de 20% des candidats qu'on envoie qui sont des féminines. Hein, donc, effectivement, ce pourcentage a vraiment évolué les dernières années. Hein, ça fait à peu près, on va dire, 3 ans qu'on a vraiment une hausse de la candidature des féminines qui remplissent les missions aussi bien que les garçons. Il ne faut pas oublier de le dire. Alors, en gendarmerie, c'est presque 60%, hein, les candidatures féminines. Pour preuve, ce matin, sur une information collective à 8 personnels, j'avais 6 filles sur les 8 et plus de 60% des candidatures et des candidats qu'on envoie en métropole sont des personnels féminins. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le souligner, effectivement. Donc oui, les filles, allez-y, tentez. Alors, combien de fois peut-on se présenter au concours? Donc, on en a parlé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire qu'après derrière ça, les différents tests vont avoir des temps de validité, des inaptitudes temporaires avec des temps, et forcément, on peut pas, là-dessus, on ne peut pas transiger. Après, ça va dépendre de la raison
qui conduit à la nouvelle tentative. Exact. Quelqu'un qui va déjà être parti, qui est revenu pour une raison Y, ce n'est pas un dossier standard, ça va être un réengagement. Et forcément, là, il y a du délai administratif qui va être créé. D'accord. Moi, je vais revenir sur les délais, juste pour une petite précision. Donc, les visites médicales sont valables 1 an. Les tests sportifs sont également valables 1 an. Et les tests psychotechniques, si le candidat les a réussis, sont valables 3 ans. Donc, voilà pour les durées de validité d'un dossier, donc de chaque partie. D'accord. Alors, question qui vient d'arriver. Est-ce que pour les différents concours, on n'a pas parlé du casier judiciaire est-ce qu'il y a un casier judiciaire demandé? Si oui, lequel? Le 1, le 2 ou le 3? Alors, on en a parlé. Quand j'ai donné les conditions, j'ai parlé d'avoir une bonne moralité. Donc, effectivement, le fait d'avoir un casier judiciaire, je parle dans l'armée de terre, n'est pas rédhibitoire. Donc, on va pouvoir postuler. Après, ça va dépendre des faits qui sont reprochés au candidat. Comme je dis, si c'est des faits, si le jeune, je sais pas moi, a volé un vélo quand il avait 13 ans, bon, effectivement, s'il a 19-20 ans, qu'il a fait autre chose de sa vie, on va pouvoir passer outre. Après, il y a certains délits, malheureusement, qui ferment les portes de l'armée. Donc, on ne demande pas de casier judiciaire, on fait, nous, notre propre recherche et nos propres demandes administratives. Donc, on n'a pas besoin au candidat qui vienne avec son casier judiciaire. On se charge de faire la demande pour lui. Alors en gendarmerie, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que systématiquement, tous les candidats qui postulent, on va consulter, savoir s'ils sont connus défavorablement de nos services, demander les antécédents judiciaires du candidat, et systématiquement, on fera une demande de B2, de bulletin numéro 2, casier judiciaire, du candidat, pour savoir si il y a quelque chose d'inscrit à son B2, et là, effectivement, ça peut être rédhibitoire pour une candidature, effectivement. D'accord. Donc, conclusion, maximum de bonne conduite et d'une posture, avec pas de délit, pas de casier, ça sera le plus simple parce qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences. Alors j'ajoute également, parce que tout à l'heure on a parlé du médical, mais on n'a pas parlé et je pense que c'est pareil pour vous, de la conduite avec des stupéfiants, l'usage bien entendu des stupéfiants pour l'ensemble des recrutements. Alors là, ici en Polynésie, c'est surtout le PACA et voire l'ICE, donc il est évident qu'un candidat pour ma part, qui souhaite rentrer en gendarmerie, il faut qu'il soit clean de ce côté-là. Et donc, comme je dis, c'est le choix, c'est soit le joint, soit la gendarmerie, mais il va falloir décider. Donc, il est évident que ça fait aussi partie des conditions qu'on exige d'un candidat qui soit irréprochable de ce côté-là. C'est ça. Les stupéfiants ne sont pas compatibles avec l'exercice de militaire au point de vue de la conduite des véhicules, de l'armement qui est manipulé. Donc forcément, les candidats sont prévenus, il y a un questionnaire médical et peuvent être testés de toute façon pendant leur visite médicale, et ils seront testés arrivés en France pendant leur visite d'incorporation. Si un candidat est décelé uniquement arrivé en métropole, il se peut très bien que le commandement décide de le renvoyer tout de suite prendre l'avion. Donc on rigole pas avec ça, et c'est vraiment pris au sérieux au sein des armées. Donc il faut faire un choix, c'est un engagement, et ça fait partie de la motivation et du projet. Et ça peut être même un élément aussi de motivation pour souvent arrêter justement le PACA ou l'ICE, parce qu'on a vraiment envie et on a vraiment cet objectif d'intégrer ce concours. Et donc la dernière question, on en a parlé. Pouvez-vous aborder la mobilité géographique des carrières dans l'armée? On déménage tous les combien? Donc il me semble qu'on a abordé... Après, ça va dépendre pour l'armée de l'air, ça va dépendre un petit peu du statut. La mobilité est accompagnée. C'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fait partie du statut de militaire, mais c'est plus de l'imposition, ou en tous les cas, on va prendre en considération la famille dedans. Aujourd'hui, pour moi, les sous-officiers, c'est 6 ans. Les militaires, donc, il faut comprendre très rapidement et très succinctement, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé. Catégorie C, militaire du rang, de 3e à baccalauréat, vraiment très succinct. Baccalauréat, bac plus 3, c'est du catégorie B, ce qu'on appelle nous les sous-officiers, et au-dessus, ce seront les officiers. C'est un peu valable pour tout le monde avec certaines particularités. Le militaire du rang, pour l'armée de l'air, a vecteur à rester toute sa carrière au même endroit. Ce qui fait que l'année dernière, année un petit peu particulière, quasiment 75% des recrutements armée de l'air étaient en militaire technicien de l'air, parce qu'il y a un intérêt géographique, c'est-à-dire que j'ai un accompagnement personnel à faire, c'est-à-dire que je leur trouve un métier et une affectation. Et dans la mobilité géographique, ça peut être une opportunité de se dire je veux rejoindre mon cousin ou une connaissance qui habite à tel endroit. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une place, et de choisir un lieu géographique? D'accord.
Merci beaucoup. Donc voilà, pour finir, c'est vrai qu'on peut finir sur cette conclusion. Donc il y a des possibilités pour vous, donc les bacheliers, et donc on en a vu que les portes sont ouvertes. Charge à vous de faire tout le nécessaire pour que ça soit possible. Et puis il y a aussi donc des possibilités pour entrer comme officier donc à bac plus 3. Si vous décidez donc de continuer vos études jusqu'en licence ou en master, on peut à ce moment-là accéder à d'autres concours dont on s'est pas étendu là-dessus parce qu'aujourd'hui c'était plutôt le niveau bac, mais on vous a donné donc les lieux où vous pouvez aller donc vous renseigner pour avoir toutes les informations sur les différents niveaux de recrutement. Donc il me reste à vous remercier pour toutes ces informations, c'était dense, riche. Voilà, merci les élèves donc d'avoir suivi avec nous cette conférence. Et bien, il est temps donc de clore ce temps d'échange. Merci. Merci beaucoup. Merci.